Donc vous tous qui êtes venus, paroissiens, amis de Don Bosco, amis de la paroisse Saint-Jean-de-Lès. Je tiens aussi à remercier Madame Michèle Drey-Fitoussi, qui représente Monsieur Sorel. Elle est conseillère générale du quartier Antigone et conseillère municipale. Merci de votre présence, Madame Drey-Fitoussi. Je remercie aussi les adjoints à Monsieur le maire qui sont présents. Monsieur Tortorici, qui est adjoint et qui s'occupe des quartiers de la Pompignane et des grands quartiers de Port-Marianne et ensuite les futurs quartiers aussi, d'Oz et tout cela. Nous sommes heureux que vous soyez ici parce que c'est des quartiers qui sont importants pour nous aussi, ces nouveaux quartiers. Merci aussi à M. Diruc Giraud d'être présent en tant qu'ami de la paroisse et d'être venu nous rejoindre. Je remercie aussi les membres des associations salésiennes. Les Salésiens, donc, qui sont un peu les héritiers de Don Bosco, sont pris à droite et à gauche en France pour fêter aussi Don Bosco. La messe de dimanche est à l'église Don Bosco de Paris. Mais par contre, nous avons la joie d'accueillir les Salésiens, donc la joyeuse union de Don Bosco, à la personne de M. Cacas, son président. Voilà. Nous avons aussi la joie aussi sur Don Bosco d'accueillir les orthodoxes régulièrement. Ils viennent une fois par mois célébrer la messe. Et le père Georges a délégué Madame Lazorchak, qui se trouve, voilà, et d'autres personnes. Je vous remercie d'être là, puisque nous sommes en communion de prière régulièrement le dimanche ensemble. Je voulais remercier. Je voudrais remercier de tout notre cœur votre paroisse pour nous avoir donné le lieu où nous puissions célébrer notre culte orthodoxe. C'est vraiment très gentil. Merci. Ouais, c'est pas... C'est là que nous avons des représentants de l'église anglicane et l'église épiscopalienne, en tout cas, qui sont présents aussi régulièrement sur Don Bosco et qui prient avec nous. Et nous sommes en union de prière, en particulier avec leur évêque, Monseigneur Pierre Vélan. Est-ce qu'il y a des membres de l'association LADRA, Association des résidents d'Antigone, avait dit qu'ils seraient présents? Oui, elle est là, mais peut-être qu'il y a d'autres membres de l'association qui sont là. Voilà. La doyenne qui est en même temps. Vous avez, sur le quartier, vous avez créé l'association de... D'accord. Voilà, donc merci d'être là aussi et de représenter le quartier. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres représentants. En tout cas, merci d'être là et de cette vie que vous faites vivre sur ce quartier et en même temps, ces liens que nous allons tisser entre la communauté chrétienne, la communauté catholique et puis le quartier. Je vais laisser la parole au père Bernard Boissezon. Il est le vicaire épiscopal de la zone et du secteur de Montpellier, donc, qui représente 10 paroisses. 12 paroisses, 13 paroisses, c'est Montpellier et les villages qui sont des villes pratiquement aux alentours. Si on dit que Castelnau est un village, je pense que c'est pas tout à fait un village. Voilà. Il représente Monseigneur Carré ce soir et je lui laisse la parole. Voilà, merci de m'accueillir. Je suis heureux de représenter effectivement Monseigneur Carré, qui sera demain parmi vous et qui présidera l'Eucharistie. Voilà, je m'associe donc aux remerciements que Gérard vient d'exprimer, également au nom de notre évêque. Je crois que c'est très important pour nous, communauté chrétienne, d'être des communautés chrétiennes ouvertes, aussi bien du côté de la ville que du côté des associations de quartier ou des autres confession chrétienne. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous savez que l'Église, à chacune des étapes de son histoire, a été inventive pour répondre aux besoins de son temps,
pour essayer de vivre l'Évangile en affrontant les défis du temps. Et c'est bien ce qu'a fait Don Bosco. Je ne vous parlerai pas de Don Bosco, il y en a qui le feraient beaucoup mieux que moi. Je me suis dit, quel défi soulever pour aujourd'hui? Alors je voudrais faire la remarque suivante. Du temps de Don Bosco, l'éducation qu'il essayait de donner aux jeunes, puisqu'il s'est beaucoup consacré à la jeunesse, était relativement unifiée. Don Bosco s'occupait des jeunes d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue intellectuel. Il leur proposait aussi de la formation professionnelle. Il leur proposait aussi des loisirs. Autrement dit, voilà, le même homme s'occupait de l'éducation en quelque sorte dans toute son amplitude, ce qui donnait une unification, une unité à cette éducation qui est donnée. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés cloisonnées. Cloisonnées par le fait de l'urbanisation, je pense, par le fait aussi des spécialisations de plus en plus grandes, y compris des loisirs. Cloisonnées aussi du fait de la laïcité. Nous vivons depuis plusieurs générations sous un régime de laïcité. Vous savez, les phénomènes sociaux, ils demandent des générations pour se mettre en place. Alors je ne vais pas faire l'éloge de la laïcité, mais nous savons bien à quel point elle a permis à nos sociétés de vivre ensemble dans la grande diversité que nous sommes et de faire que les conflits, s'il y en a toujours, ma foi, se règlent de manière relativement apaisée. Mais la laïcité aussi fait partie de ce cloisonnement, et en particulier à cloisonner le religieux. Or, le religieux n'a pas vocation à être seulement une pièce du puzzle d'un individu ou d'une personne, une tranche du saucisson de sa vie. Le religieux a vocation à être unificateur, à unifier la vie de quelqu'un, c'est-à-dire à être ce qui lui permet de prendre un certain nombre de décisions dans sa vie, un certain nombre d'orientations dans sa vie. Ce rôle est difficile à tenir aujourd'hui, ce rôle d'unification, dans une société où les vies sont cloisonnées, particulièrement celle des jeunes, même s'il y a aussi des tas de relations. Alors qu'est-ce que c'est qui unifie la vie de nos contemporains? Alors, il faudrait leur demander, ça doit être très, très varié. Je pense que pour certains, c'est leur engagement social, voire leur engagement politique, leur engagement caritatif. C'est ça, me semble-t-il, qui pour certaines personnes est le lieu qui unifie, l'unification n'étant jamais parfaite, bien sûr. Pour d'autres, c'est une philosophie, un humanisme qui leur a été transmis, peut-être par leur famille, peut-être par un enseignant qui les a marqués particulièrement et qui va servir d'unification. Pour d'autres aussi, c'est l'adhésion à une communauté religieuse, quelle que soit cette communauté, parce que je pense que le rôle du religieux, quel qu'il soit, c'est de donner aux humains du sens et de l'unité. Le problème, je crois, de notre société, c'est que, me semble-t-il, pour beaucoup de nos contemporains, ce lieu d'unification est absent, où il est si faible que, finalement, on ne sait plus très bien ce qui peut faire l'unité d'une vie, ce qui peut lui donner du sens, de l'espérance. Alors cela me paraît, vous voyez, la pièce du puzzle, j'ai peur que quelquefois elle soit vide. Alors quel risque courons-nous si notre vie n'a pas un pôle d'unification? Il semble qu'il y a deux risques. Le premier, la Bible nous l'indique, c'est mammon, c'est-à-dire l'argent, la puissance, l'accumulation. Évidemment, la Bible nous dit que quand Dieu est écarté, eh bien, ce genre de recherche a tendance à envahir la vie de quelqu'un. Le deuxième danger, parce que, évidemment, l'argent ne répond pas au désir de l'homme, l'argent ne répond pas à l'aspiration profonde des humains, et donc ne fait que creuser le vide au lieu de le remplir. Alors le risque, c'est aussi de se laisser embrigader dans des groupes sectaires, qui semblent donner avec facilité quelque chose qui va donner du sens à la vie rapidement, sans qu'il y ait trop de travail à faire.
Alors voilà le défi, à mon sens, un des défis, parce qu'il va y avoir beaucoup plus, un des défis de l'Église aujourd'hui, c'est d'avoir une proposition religieuse, d'abord qui est assez solide, assez exigeante, pour répondre au vide que ressentent certains de nos contemporains. Ce n'est pas quelque chose de mou, vous voyez, d'à peu près, qui peut motiver quelqu'un, surtout s'il est jeune, même s'il est moins jeune. Et puis que cette proposition, elle soit capable d'unifier la vie des personnes, de lui donner du sens, non pas un sens qui le couperait des autres, qui le mettrait dans une coquille, mais un sens qui lui permettrait, étant existant lui-même, d'entrer en dialogue avec l'autre, car il faut exister soi-même pour entrer en dialogue avec l'autre. Si on est trop mou, on n'a rien à partager avec l'autre. Voilà, me semble-t-il, un des défis. Alors évidemment, il n'est pas nouveau, parce que je pense que déjà, à Don Bosco et ailleurs, les propositions de la communauté chrétienne visent ce défi. L'aumônerie, la catéchèse avec les parents visent ce défi. Ici, vous avez Capji qui a été créé aussi pour cela, qui est à Don Bosco, mais qui concerne l'ensemble de Montpellier. Peut-être que Jaco est la nouvelle Don Bosco, on ne sait jamais. Peut-être que ce sera ainsi. Il y a ce que vous faites avec les étudiants. Cependant, je crois que ce défi reste toujours ouvert et qu'il doit mobiliser nos énergies, même si nous avons peu de force, doit mobiliser nos énergies et aussi notre inventivité. N'oublions pas que les grandes figures du passé ne nous invitent pas à la répétition, mais nous invitent à être inventifs comme elles l'ont été. Merci. Voilà, François Boé, je remercie au nom de l'équipe d'animation pastorale ceux qui sont là. Et nous allons commencer la conférence. Je vais vous présenter les intervenants s'ils veulent bien monter pour préparer leur intervention. Donc, Louis Secondi, qui est historien, en particulier historien de l'église de l'Hérault, particulièrement, je dis pas exclusivement, et qui va nous faire une présentation historique depuis la création de ce qui est devenu Don Bosco jusqu'au moment où justement l'ancien Don Bosco, entre guillemets, va être remplacé par le nouveau. Et Yves Lardou, qui était adjoint au maire à partir de 1977 avec Georges Frêche, a vécu justement la mise en place à la fois du nouveau quartier d'Antigone et plus particulièrement de cette église, puisque cette église a été prévue dès le début dans le projet du quartier Antigone. Voilà, donc là c'est les intervenants. Alors, simplement, pour vous mettre dans l'ambiance, vous voyez ici le plan de ce quartier aujourd'hui. Je pense que vous le reconnaissez. Il a une forme assez reconnaissable, ça veut dire presque unique au monde, où vous avez bien sûr la place de l'Ombre d'Or, la place de l'Europe, et le Lez, ici. Notez qu'il est presque rectiligne. Et vous avez ici la place Poltier, qui est pratiquement la seule place, ou le seul endroit qui n'a pas beaucoup bougé depuis 1965. Voilà la même place. Donc voilà la même photo, je veux dire, le même quartier, à la même échelle, 50 ans. Vous pouvez constater, évidemment, que d'abord c'est en noir et blanc, mais surtout, ça a beaucoup changé de forme. Même l'Est, vous voyez, a été rectifié. Ici, le polygone, là-bas, tout à fait au fond, vous avez le lycée d'Off, etc. Le lycée de Mermoz était juste pas sur la photo. Alors, très important, vous avez ici un ensemble très important qui était justement l'ensemble de Don Bosco, avec l'ancienne église, près de la place Folquier, et la ferme dont on parlera. Voilà, ça c'était pour vous mettre dans l'ambiance. Vous avez aussi, par exemple, ici, les citernes de l'usine à gaz.
Ben voilà, si vous voulez, c'est juste pour vous montrer que ça a un peu changé. Et c'est de ce changement qu'on va parler un petit peu. Voilà, pour introduire. Bon, alors, si vous voulez bien, apprécier la grandeur du défi, parler de cette évolution de l'histoire sur 100 ans, en 5 minutes, essayez cet exercice et vous verrez ce que ça donne. Eh bien, si vous voulez, je vais commencer par une idée peut-être originale, c'est l'unité de lieu de cet endroit où nous nous trouvons. Au point de départ, une usine qui fabrique des bougies, du savon, l'usine Villodève, avec une famille venue de Lodève qui s'est installée là au XVIIIe siècle et qui s'est enrichie, qui a 300 ouvriers en 1879 et qui est un centre très important qui produit des savons, etc., pour le monde entier, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Espagne, qu'en Italie, que dans d'autres provinces ou d'autres pays du monde. Donc, premier élément d'unité, l'industrie. Deuxième élément d'unité, le lieu de la solidarité, le lieu de la charité, le lieu où va s'exercer un de ces points que met en valeur un livre malheureusement original, mais que j'aimerais que la ville réédite, qui s'appelle, à l'intention de madame là, donc que la ville réédite, qui s'appelle Le Livre d'or, pardon, de la charité, excusez-moi. C'est un livre extraordinaire qui nous fait vivre toute la charité durant des siècles dans la ville de Montpellier, qui se poursuit aujourd'hui, mais ce n'est pas mon rôle de vous en parler. Et puis, le troisième endroit, c'est un lieu de vie ecclésiale. Un lieu de vie ecclésiale qui commence par le fait qu'on prend en charge des enfants, on crée une chapelle privée, que cette chapelle privée va devenir paroisse. Et donc, dans ce que je vous dis ce soir, il y a deux éléments majeurs. Un élément, l'orphelinat et sa fonction, et deuxièmement, la partie proprement épiscopale, la partie diocésaine. La partie orphelinat créée, comme un peu partout à cette époque-là, en ville ou en campagne. Alors, il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants dont les familles sont très pauvres, et on va s'en charger. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner cette formation dont Bernard Boississon parlait tout à l'heure, cette formation complète, qui sera à la fois formation professionnelle, éducation bien entendu, loisirs, en même temps lieu de réflexion et même, s'il est possible, lieu de vocation. Et cet orphelinat qui va être fondé à la suite de la venue de Don Bosco en 1866, dont je ne vous parlerai pas puisqu'on vous en parlera demain, mais qui est attendu à Montpellier comme un saint, et considéré comme un saint, et qui fait des disciples dès le début de son arrivée, et qui engage des vocations qui vont donner du fruit lorsqu'en 1892-93, le père Babel va venir fonder l'orphelinat, donc l'oratoire Saint-Antoine de Padoue. Fondé sur quoi? Eh bien, fondé sur un terrain. Et un terrain, même à l'époque, c'est cher, même si on est un peu dans la campagne. Mais Madame Paul-Fauquier, la patronne des usines, est très riche et très généreuse. Elle donne un très grand terrain que vont aménager les Salésiens. Et donc voici le plan en quelque sorte. Sur ce plan, vous avez donc à la fois la chapelle, les jardins, les bâtiments pour les dortoirs, les bâtiments pour les ateliers, etc. Et là, on va former des cordonniers, on va former des gens de divers métiers, leur donner donc une situation pendant 3 ans. Et ensuite, il va y avoir une annexe qui est un petit séminaire en quelque sorte, puisque sortira de ce petit séminaire au cours des 50 premières années 35 prêtres, dont 15 adhéreront au diocèse de Montpellier, 15 Salésiens, etc. Voilà. Donc vous voyez, la prise en charge de tout l'homme est à la fois pour le former professionnellement et pour le former
spirituellement. Malheureusement, cette histoire est difficile à comprendre parce qu'il faut se replonger à l'époque où la laïcité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et où elle était suffisamment vigoureuse pour qu'on puisse chasser les religieux de France et les remplacer et vendre leurs biens. Et donc l'orphelinat Saint-François est vendu comme bien qui appartenait aux congrégations. Et c'est un riche Montpelliérain, le comte de Kergolay, qui avait été secrétaire d'ambassade dans un pays étranger, qui rachète le terrain et qui va relancer l'orphelinat lui-même, qui sera repris par les Salésiens en 1924. Bon, il y a un acte de générosité au départ, un acte de générosité au milieu, et chaque fois un engagement financier extrêmement important. Ensuite, il y a la création de la chapelle, qui est une affaire privée, compliquée, je ne rentrerai pas dans le détail. Simplement, c'est de la création de cette chapelle privée qu'est sortie l'Église d'aujourd'hui. Pas directement, bien entendu, mais par le fait que cette Église privée est devenue en 1941 par l'Église paroissiale, que Monseigneur Brune a érigé une paroisse sur ce territoire qui était aménagé par les Salésiens, et en définitive, en y ajoutant l'église de Jeanne d'Arc et en jumelant les deux églises, on est arrivé à avoir une paroisse unique. Mais pour ça, il a fallu passer par des déboires considérables, l'arrêt de la classe secondaire en 1958, la destruction d'une partie du territoire salésien par un incendie en 1977 et par la menace que l'Église faisait peser à partir de 1970 sur le territoire. Et donc, elle devenait inutilisable, il a fallu recourir à un palliatif, faire l'église ailleurs, faire le culte ailleurs, pour arriver ensuite à penser la nouvelle Église. Et là, la nouvelle Église, c'est clairement d'en parler, puisqu'en 1984, elle a vu le jour. Elle a vu le jour grâce à un monsieur architecte qui est présent ici, et dont on va vous présenter les éléments. Oui, bonjour. Alors moi je suis Yves Larbiou, Montpelliérain, né à Montpellier, pas dans ce quartier, mais bon. Et j'ai été adjoint au maire dans l'équipe fraîche depuis 1977, pendant près de 30 ans. Je ne le suis plus évidemment. Et j'ai participé à l'ouverture, à la mise en place d'un nouveau type d'urbanisme, et notamment, dès le début, le conseil municipal, disons Fraîche, a décidé d'ouvrir la ville vers l'est. Le polygone formait une sorte de barrage. Le polygone, le centre marchand, que nous connaissons tous, on ne pouvait pas le traverser à ce moment-là. C'était donc quelque chose qui bloquait l'expansion de la ville vers l'est et vers la mer. Et Fraîche pensait que l'intérêt de la ville, c'était d'ouvrir justement cet espace vers la mer. Et ça a été dans le projet Antigone. Il y a eu effectivement la nécessité d'acquérir des terrains. L'armée était propriétaire de plus de 20 hectares. C'était le champ de tir de la caserne de Joffre à côté. Et puis il y avait une partie aussi des terrains qui appartenaient à votre ordre, au ordre salésien. Et il y a eu à ce moment-là toute une discussion, un échange parfois compliqué entre l'armée et l'Église. Et je sais que Fraîche disait toujours, ça a été un plaisir
de discuter avec l'Église et très compliqué avec l'armée, ce qui est vrai. Et donc bravo pour l'Église. Et donc cette ouverture s'est faite. Il y a eu tout un processus évidemment administratif qui n'a pas été facile à mettre en place parce que le maire précédent, le maire sortant d'Elmas, qui a été sorti évidemment en 1977, il se trouve qu'il était ministre à ce moment-là de l'environnement. Et le projet d'expansion donc d'Antigone a été bloqué, et ce n'est qu'en 81, quand il y a eu un changement de majorité et que Mitterrand a été élu, que ce projet a pu se réaliser, a pu se mettre en place. Que puis-je dire encore, Monsieur Boé, à partir du plan là? Oui, ce qui a favorisé beaucoup le projet d'Antigone, c'est qu'il y avait les terrains justement de l'armée et les terrains des Salésiens. Et comme vous le voyez, on peut même revenir en arrière. Encore. Voilà. À la suite de l'incendie, et l'église étant très fragile, menaçant de s'écrouler, voilà, ça c'était l'incendie, la suivante. Voilà, l'incendie, voilà. Dès 1978, les Salésiens se sont interrogés sur la reconstruction de l'église. Et vous voyez ici un document de travail qui prévoyait justement les éléments d'une nouvelle église. Et cette église devait être reconstruite sur place, suivante. Voilà, vous voyez ici le plan d'implantation, évidemment on ne reconnaît pas trop, mais c'est exactement le triangle où était l'ancienne église. Et vous voyez qu'aurait été construite la nouvelle église. Mon architecte, d'ailleurs, M. Gérella, il avait été sollicité pour faire cette esquisse. Et il se trouve que justement, dans le cadre du projet de reprise du quartier, le fait que l'église devait être reconstruite a permis à la municipalité de négocier à la fois l'achat du terrain et la réimplantation de l'église ailleurs. Donc si on avance, voilà, si vous voulez, ça c'était l'esquisse de l'église, voilà le projet Antigone, le premier dessin de Ricardo Bofill. Et tout de suite, on peut avancer. Il y a eu des négociations, justement, entre la ville, dès décembre 80, pour acheter les terrains de Don Bosco, en promettant, ceci est le plan qui est annexé à la promesse de vente, en promettant justement l'emplacement de la nouvelle église dans le projet d'Antigone en cours d'étude. Voilà, on peut avancer. Et donc, dès 81, en janvier, donc vous voyez même, avant même les élections avec les Mitterrand, le conseil municipal a acquis la propriété de Don Bosco, qui appartenait en partie à l'association du congénial, c'est-à-dire aux Salésiens, et en partie pour l'Église, à l'association de Cézanne, c'est-à-dire à l'évêché. Avancez. Voici le dossier officiel, le premier dossier, avec le premier plan de création de la ZAC d'Antigone, qui date d'avril 81, donc juste avant qu'il puisse être adopté avec le nouveau gouvernement. Et vous voyez que dans ce dossier, il y a ici la partie 4, on peut avancer, et en annexe de ce plan, vous voyez qu'il était prévu 4 équipements collectifs de centres cultuels. Donc si vous voulez, on voit tout de suite que, à la suite de l'échange de terrain, on prévoyait l'église. Et voici l'architecte M. Bigère, qui est d'ailleurs présent ce soir, a fait un premier projet qui, vous voyez, est un peu différent du projet d'aujourd'hui, puisque là vous avez la rue Don Bosco, pardon, la rue Léon Blum, qui passe devant la place d'Aglio, et ici la rue Jacques Lecoeur. Et vous voyez qu'on retrouve évidemment la chapelle, le hall, etc. Mais la façade, vous voyez, était une sorte de façade en plan de scie, qui n'a pas été retenue. Il y a eu des discussions avec Bofill, ses représentants, si vous voulez, qui voulaient modifier le projet par rapport à leur idée. Et voici, ensuite, il y en avance. Le permis de construire obtenu en mars 83, signé par M. Dugrand, qui était l'adjoint à l'urbanisme. Et au même moment, commençait Antigone.
Là, on voit clairement, si vous voulez, la situation. L'église de Don Bosco, là, avec son terrain. Vous avez au fond le polygone, le triangle, et le polygone qui avait une façade aveugle du côté de ce côté-ci. Qui fait une barre. Qui fait une barre, évidemment, entre la ville, la commune et ce quartier-là. Vous voyez que le nouveau pont est déjà là, ainsi que l'administration qui venait d'être construite. Et on voit la trace du nombre d'or qui sortent de terre. Suivant. Donc, dès 83 ou 84, le chantier de Don Bosco démarre. Suivant. Voilà Don Bosco en 84, presque fini. Suivant. Et voilà, si vous voulez, au moment de la finition de Don Bosco, on voit que Don Bosco était pratiquement une des premières constructions d'Antigone après Nombre d'Or. Ici, la maison des syndicats, ce qu'on appelle la maison des syndicats, était en construction. Et vous voyez que, par exemple, les millénaires, c'était encore assez vite. Et bien sûr, tout ça était... Et si on avance de la pause, en grossissant, vous voyez qu'on retrouve nos deux églises en 84-85 qui sont voisines. C'est la place Folquier et là. Et le 5 février 85, je crois qu'il est là, c'est le 17. On peut avancer le 17 février 85. La foule se place pour entrer, suivant. Monseigneur Beaufet procède à la bénédiction de l'église. Et vous allez voir la suivante, les personnalités ensuite, avec Monseigneur Beaufet, qui accueille les personnalités. Bon, Georges Frêche-les-Maires, Raymond Dugrand, l'adjoint de Montmanille, Lévi Mobilio qui était député, d'autres personnalités, et là, dans le coin, il a vu lui-même. Voilà. Et voilà donc l'église d'Antigone, aujourd'hui. Et si on peut rapidement venir la visiter, en avançant, voici le hall d'entrée, qui est un grand avantage pour cette église, car vous voyez que ça permet, on le verra tout à l'heure, justement, un lieu d'accueil assez important, avant d'entrer dans l'église elle-même. Voilà l'église qui se caractérise avec des décors très colorés. Bon, là, vous pouvez la voir en vrai à côté de vous. Notre approche. Et voilà donc maintenant l'usage qui est fait de cette église, une cérémonie, ce jour-là présidée par l'archevêque. Et voilà les différentes vues de l'église, telle qu'elle peut être lors des cérémonies. À noter le grand intérêt des bancs en semi-circulaire qui donnent une grande proximité avec l'hôtel. Et donc, le hall, que nous appelons volontiers l'artex d'ailleurs, on peut redire hall, qui justement est un lieu de convivialité, comme vous le voyez, en entrée ou en sortie d'église. Voilà, 30 ans de vie paroissiale. Je veux dire que Frêche était ravi de voir que c'était allé aussi vite pour la construction du centre cultuel et donc de l'église de Moscou. Parce qu'il savait l'importance que la communauté chrétienne catholique jouait et pouvait jouer dans la mise en place de notre quartier, et par conséquent les choses se sont très bien passées, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre vous et la municipalité. Voilà. Je voudrais donner la parole à M. Tigel. Vous avez vu tout le travail qu'il avait fait aussi bien sur l'ancien site. C'est ce qu'on a découvert un peu en préparant cette soirée. Il avait déjà travaillé sur l'ancien site, ensuite travaillé sur ce site, travaillé aussi avec les velléités de Ricardo Bofill. Je voudrais lui laisser un petit peu la parole pour qu'il dise comment il a vécu cette étape de sa vie d'architecte. Merci Père. Tout d'abord, merci à tous de m'accueillir.
m'accueillir ce soir, parce que c'est un grand privilège finalement qu'ont les architectes de notre temps. Je pense toujours à ces anciens bâtisseurs de cathédrales qui ont vu démarrer leurs ouvrages, mais qui ne les ont jamais vus finis, sauf si le bon Dieu leur a ouvert une fenêtre dans son ciel pour qu'ils puissent apercevoir de ce qu'ils avaient conçu et qui s'est réalisé sans eux, malheureusement. Bon, je vais vous faire un petit retour en arrière d'un demi-siècle. C'est pas très loin, 50 ans. Hein. Venait de se terminer en 1965 le Concile Vatican II. Et c'est à partir de ce Concile Vatican II, quand même, qu'ont été conçus les nouveaux lieux de rencontre, de célébration et autres, dont Don Bosco a reçu l'influence. Dès que la municipalité de Montpellier a eu acheté les 7 hectares que Don Bosco détenait sur le périmètre d'Antigone, et que des financements pouvaient être assurés, là on a eu un trésorier général fantastique par le père Gâteau, qui a mené ça de main de maître et qui nous avait assuré un financement, non seulement pour la construction du centre, mais pour la construction de l'immeuble pour les Salésiens, puisqu'ils avaient décidé à l'époque d'en faire aussi une maison de séjour et de retraite. Alors partant de là, Monseigneur Beaufait, notre évêque, a dit « Il n'est pas question de construire une église. Je veux que vous fassiez un centre paroissial, c'est-à-dire un lieu d'accueil généralisé dans lequel on peut faire différentes activités, y compris la célébration naturellement du culte et toutes les cérémonies qui s'imposent. » Donc a été créé, et là, sous la direction du père Bayard, que beaucoup d'entre vous ont connu, et qui était à ce moment-là en charge de Jeanne d'Arc, s'est formé un petit groupe de réflexion pour savoir finalement dans quelle direction on allait aller, quelle allait être la composition générale de cet ensemble, disons, immobilier, et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt d'avoir un grand espace d'accueil, ce que vous avez bien fait d'appeler le narthex, puisque le narthex, c'est un des éléments importants dans les églises anciennes, notamment celles qui sont à plan basilical. Et ce rôle d'accueil, donc ce grand narthex, permettait à la fois d'accueillir tous les participants à quelque activité que ce soit, mais aussi de servir de sas de décompression à la fin d'une cérémonie, de manière à ce que les gens n'aillent pas discuter sur le trottoir, mais puissent se réunir dans un espace suffisamment élaboré et abrité à l'intérieur de l'édifice. Donc, partant de là, effectivement, il a fallu organiser aussi un lieu de célébration, et c'est pour ça qu'on a voulu regrouper célébration, accueil, sortie en un seul lieu, séparé par ce vitrage, puisqu'on quand on n'a pas besoin de tout l'espace en fonction du nombre de fidèles reçus, on peut arriver à séparer ça en deux. Et puis d'autre part, comme ça devenait un lieu d'accueil principal, il nous fallait aussi des salles pour des associations, pour des rencontres plus particulières, plus réduites, ce qui a été fait. Mais les Salésiens avaient aussi pensé à autre chose. On savait très bien que la population du futur Antigone ne serait pas composée qu'avec des catholiques ou vraiment des gens qui sont à la messe tous les jours. Ils ont voulu aussi créer un lieu d'accueil qui est la salle du sous-sol, celle qui donne sur le patio, puisque là, son accès, à la fois par ici, mais également par le patio indépendant, de manière à ce que si des populations autres que chrétiennes, ou tout au moins catholiques, voulaient profiter de cet ensemble-là, ils puissent y venir, et les Salésiens avaient vraiment insisté là-dessus. Donc on est arrivé à cette forme de bâtiment, qu'on a pu appeler une église, mais un centre paroissial. C'était la volonté de l'évêque, et je crois qu'il avait bien fait d'imposer ceci. Donc vous avez un fonctionnement d'accueil, la liturgie qui avait été modifiée avec Vatican II, imposait aussi pour les prêtres non plus la sacristie dans l'abside où ils sortaient pour venir célébrer la messe comme un diable d'une boîte. On voulait
l'entrée en célébration se fasse de façon processionnelle, c'est-à-dire qu'avec une croix processionnelle. C'est pour ça que vous avez la position de cette sacristie ici, qui permet aux prêtres de venir s'insérer dans la partie plus consacrée, plus sacrée, pour monter jusqu'à l'autel, et permettant aussi d'être vu dans son approche par tous les paroissiens qui sont réunis en cet ensemble. Donc, il y a eu aussi la volonté, et ça c'est la réflexion du groupe, petit à petit, on s'aperçoit que tous les jours, les activités de chacun ne permettent pas d'aller à la messe tous les matins, donc la réduction des fidèles dans les célébrations matinales était vraiment très importante, et c'est pour ça qu'on a voulu créer cet oratoire. Donc l'oratoire et la petite chapelle de semaine, qui avait aussi pour vocation, parce qu'on ne voulait pas laisser dans un espace aussi vaste un point de baptistère, qui avait aussi la vocation pour être le baptistère. J'ai eu l'occasion d'assister à de nombreux baptêmes, soit de parents, soit d'amis, dans ce petit oratoire, qui était d'ailleurs apprécié par beaucoup de prêtres. Beaucoup d'entre vous ici ont connu le père Marc Hervé, par exemple, qui se faisait un grand plaisir de venir célébrer ou accompagner les étudiants, quand il était l'aumônier d'ailleurs, sur le Bosco. Donc voilà à peu près le fonctionnement que vous avez. Je pense que vous l'avez parfaitement appréhendé, que vous vous êtes approprié ces espaces et que, espérons, ils continuent à fonctionner dans les meilleurs des cas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, donc après les différentes interventions des uns et des autres, je me permets aussi de prendre la parole. Donc, comme responsable de cette paroisse Saint-Jean-du-Lez depuis 2 ans, cette trentenaire dans laquelle nous sommes, 30 ans c'est un âge jeune, et je crois qu'il a été construite pour des années et des années. Marcel, je ne sais pas combien de... On n'en verra pas la fin, donc on est tranquille, même s'il y a quelques traces d'usure, mais déjà à 30 ans on peut avoir de l'usure un peu. Voilà, et je crois qu'effectivement ce que vous dites, ça a été conçu dans un esprit d'accueil, un esprit aussi pour faire en sorte que ce soit un lieu où des gens même qui ne se considèrent pas comme catholiques puissent se sentir à l'aise. Et c'est vrai qu'en arrivant ici sur la paroisse, un des gros projets sur lequel l'évêque m'avait demandé de travailler, c'était donc en lien avec la Don Bosco du XXIe siècle, comme on disait tout à l'heure, avec Jacqueline Joche, de travailler sur l'accueil des 11-18 ans, non seulement du quartier, mais du Grand Montpellier. On se rend compte qu'il y a un essoufflement actuellement au niveau des aumôneries dans beaucoup de lieux et que les jeunes ont besoin de se rassembler et de vivre des moments où ils sont plus nombreux, et en particulier à cet âge de l'adolescence. Donc, je parle sous le couvert du père Bernard Boissezon, mais l'église Sainte-Bernadette au nord de Montpellier, qui est entre les différentes universités, on lui a demandé d'avoir une vocation plutôt auprès des étudiants, et l'évêque nous a demandé ici sur Don Bosco, et je pense que notre saint patron en est bien d'accord, de travailler avec les 11-18 ans, c'est-à-dire l'âge collège et l'âge lycéen. Alors ça ne nous a pas fait abandonner du tout les perspectives de travailler avec les plus jeunes. Et on a de l'éveil à la foi à Jeanne d'Arc, on a de la catéchèse ici à Don Bosco comme à Jeanne d'Arc, on a aussi plus âgés des étudiants, un petit groupe étudiant, en particulier étudiants africains, qui se met en place avec des préparations baptême, confirmation. On a des jeunes pros qui sont très régulièrement ici, et ils sont venus ce soir et je les remercie d'être là, les jeunes professionnels qui sont aussi un groupe chrétien dynamique sur la paroisse. Mais il y avait cette attention particulière aux 11-18 ans. Ce qui fait qu'actuellement, on est en train d'accueillir de plus en plus de ces jeunes, grâce justement au dynamisme de Jacqueline et de son équipe de Capj. Alors, aussi la vie paroissiale et ce que j'ai découvert en arrivant ici et qu'on essaye, je crois, de continuer à vivre, c'est l'importance de la liturgie. Et c'est vrai que c'est quelque chose de bien vécu ici avec de nombreux organistes, de nombreux animateurs de chant, et il y a une dynamique autour de la liturgie qui
qui me paraît très intéressante, et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en fait, avec ce que disait le Père Bernard Boissezon tout à l'heure, sur la nécessité de vivre pleinement notre originalité chrétienne tout en étant bien insérés dans le monde, il faut que nous soyons à l'aise dans la liturgie. Et c'est une chance pour nous que cette dynamique liturgique qu'il y a sur la paroisse. Il y a aussi l'accueil régulier, même si on espère qu'il va s'amplifier cet accueil, mais essayer de faire en sorte que cette église, voulue comme un lieu d'accueil, comme vous le disiez, Monsieur Pigère, soit vraiment aussi un lieu ouvert et que les gens puissent y venir régulièrement. On nous dit trop souvent nos églises sont fermées. Eh bien, j'espère que sur ce quartier d'Antigone, nous pouvons déjà l'ouvrir régulièrement grâce aux différents bénévoles qui sont présents, mais nous espérons pouvoir être encore plus en capacité de l'ouvrir pour que les gens puissent venir se recueillir. J'ai vécu ces derniers temps le lendemain des attentats au Charlie Hebdo. Un certain nombre de gens se sont réunis devant l'hôtel de la métropole. Maintenant, il ne faut pas que je me trompe, ce n'est plus l'hôtel de l'agglomération, mais l'hôtel de la métropole. Et on a sonné le glas, comme nous avait demandé l'évêque, et on a laissé ouvert l'église. Et à ce moment-là, pendant tout le temps, entre midi et 2, des gens sont venus prier, y compris venus parler de ce que ça les avait touchés, ce qu'est cet événement-là. Et je pense que nous avons cette nécessité d'être toujours davantage, parce que ce quartier le nécessite, davantage ouvert et davantage en capacité d'accueil. Nous essayons aussi de vivre la solidarité avec les différents groupes qui sont présents, et au carême qui va s'ouvrir le 18 février par la célébration des cendres, nous ferons intervenir toutes les associations caritatives présentes sur notre paroisse, que ce soit de l'aumônerie des prisons, le Secours catholique, le Saint-Vincent de Paul, le service évangélique des malades qui œuvre auprès des malades, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, ou l'association pour l'ACAT, qui est l'association de lutte contre la torture et qui est l'association chrétienne contre la torture. Beaucoup de présence aussi de notre paroisse au niveau de l'initiation chrétienne. De plus en plus d'adultes sont en demande de baptême, de faire leur première communion ou de recevoir la confirmation. Et là, ça nécessite une présence de plus en plus forte. Puis je voudrais insister sur la prière et l'importance des temps de prière que nous vivons sur la paroisse. Et en particulier, je reconnais qu'il y a cette grande régularité du groupe de prière du Renouveau, qui se réunit tous les mercredis ici, que ce soit pendant les temps de vacances ou pendant toute la durée de l'année. Ils sont présents et je pense que c'est un signe fort de la présence chrétienne et la présence de prière au cœur de ce quartier, d'Antigone. Alors, ça n'empêche pas, comme le disait le Père Bernard Boissezon, qu'il y ait des défis, de permettre à tous les paroissiens de trouver leur place, quelles que soient un peu aujourd'hui, les tendances dans l'Église catholique sont très différentes, suivant les âges, suivant aussi les sensibilités, et faire en sorte que la plupart des catholiques puissent se trouver à l'aise ici, et puis les non-croyants peut-être aussi puissent venir et trouver du sens à leur vie dans ce lieu, que ce soit dans la salle du bac, que nous rejoindrons tout à l'heure pour l'apéritif dînatoire, ou que ce soit pour différentes activités comme celle de Cabji qui sont proposées. Ce que je crois aussi est l'un des défis, ce serait d'aller davantage, et là je remercie notre doyenne du quartier d'être présente. J'espère que nous tisserons des liens plus étroits avec les différentes associations du quartier, en particulier avec l'ADRA, puisqu'elle est très active ici, et que nous pourrons, aussi bien par le biais de Cabji que par le biais de la paroisse, être en lien avec vous. Multiplier aussi des actions en commun avec les autres paroisses de Montpellier. Je suis très heureux de pouvoir collaborer énormément avec la paroisse Saint-François-Saint-Martin, notre voisine, et avec le Père Jacques Chanu, qui en est le curé. Nous faisons de plus en plus de choses ensemble, et j'espère qu'avec les autres paroisses de Montpellier aussi, petit à petit, nous pourrons tisser des liens encore plus forts d'amitié et en même temps aussi de mener des actions ensemble. Mettre en place des fraternités missionnaires, comme nous y invite aussi notre évêque, à l'exemple de ces groupes de lecture des Actes des Apôtres que nous vivons. Mieux nous faire connaître aussi, et le frère Dominique Raphaël avec Josiane Aletto travaille énormément sur la question du site, comment être présent
en tant que paroisse Saint-Jean-du-Lez sur Internet et sur la toile. Et je pense qu'il y a des grands progrès qui se font assez rapidement. Après les architectures de nos églises, il y a aussi les architectures sur la toile qui sont nécessaires d'adapter. Et je pense que grâce aux frères Dominique Raphaël et Josiane, les choses avancent, ainsi que faire la publicité maximum sur la vie de notre paroisse à travers les journaux. Il y a aussi la nécessité d'entretenir ces locaux, de faire des petits liftings de temps en temps à la trentenaire, de lui faire aller voir quelques esthéticiens et tout ça. Et ça, merci pour la générosité. On a parlé tout à l'heure de la famille Fauquier, mais elle n'était pas la seule à avoir contribué financièrement à l'émergence de la première église, Saint-Georges, je crois. C'est l'église Saint-Georges, voilà, qui se trouvait donc sur le site de l'œuvre Saint-François. Et pour la nouvelle église, de nombreuses familles y ont contribué, certaines sont présentes, qu'elles soient remerciées. L'église ne pourrait pas vivre sans ces aides-là, et il faut continuer à entretenir ces locaux, à les remettre toujours plus aux normes, plus en forme, et c'est un travail qui est important. Je pense que chacun de vous pourra travailler à cet aspect-là. Et enfin, s'implanter dans des nouveaux quartiers de l'autre côté du Lez. Alors, Monsieur Tortorici, je me tourne aussi vers vous. C'est un grand projet que nous avons et je crois qu'avec la mairie, c'est quelque chose qui nous préoccupe, de savoir comment l'Église catholique, qui est présente sur ce quartier d'Antigone, qui est présente sur le quartier des Aubes avec l'Église Jeanne d'Arc, comment peut-elle être présente à la manière du XXIe siècle. Je pense que vous avez vraiment réalisé une belle œuvre, Monsieur Pigère, avec les Salésiens et avec Monseigneur Beaufait à l'époque et les prêtres qui se sont succédés sur ce quartier-là, avec à l'époque qui correspondait à cette époque. Comment être présent avec les architectures nouvelles, avec tout ce qui se passe actuellement sur Port-Marianne, sur la Pompignane. Voilà, comment l'Église peut y être présente. C'est une préoccupation. Bon, après, les projets, il y en a qui aboutissent, il y en a d'autres qui n'aboutissent pas, mais j'espère que celui-là, et notre évêque y tient, donc je sais que c'est une question qu'il soulève régulièrement, et j'espère que, eh bien, Don Bosco aura une petite sœur de l'autre côté du Lez. Est-ce que vous êtes partant, Monsieur Pigère, pour en être l'architecte? Monsieur Pigère se propose d'y réfléchir. Pour la petite histoire, M. Pigère était déjà à la construction de l'église Jeanne d'Arc, puisqu'il était assistant de l'architecte qui a fait Jeanne d'Arc. Il a construit l'église du Saint-Esprit aussi de l'autre côté de la ville, et je pense qu'elle est chère à M. Larbiou, vous êtes de ce quartier par là-bas, vers le Saint-Esprit. Elle m'est chère aussi, c'est mon quartier d'enfance, de Saint-Esprit. Et ensuite, il est venu construire ici Don Bosco, alors pourquoi pas aller construire de l'autre côté du Lez. Voilà, mais ça c'est l'avenir qui le dira. En tout cas, c'est un projet que nous portons dans notre cœur. J'espère que Dieu le porte aussi dans son cœur, que cette présence chrétienne, catholique, de l'autre côté. Et dans les défis importants, je crois aussi qu'il y a ce lien que nous avons tissé avec les orthodoxes, et merci d'être là aussi avec ce beau bouquet que vous nous avez apporté, avec les anglicans aussi et les épiscopaliens, mais aussi nous commençons à tisser des liens avec les évangélistes qui se trouvent sur la Pompignane, et peut-être dans l'avenir avec les pentecôtistes qui se trouvent du côté de l'octroi, de l'autre côté de l'octroi, tisser des liens avec eux, tisser des liens aussi avec l'association culturelle juive, je crois, qui se trouve à côté. Pour l'instant, il n'existe pas tellement, mais je pense que c'est un des défis aussi de créer des liens et de les entretenir. Et Madame Fitoussi, alors là c'est plus à l'adjointe que je m'adresse, mais c'est à la membre de la communauté juive de Montpellier. J'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir vraiment créer des liens. Nous savons que nous sommes fils et filles de la religion juive, et comme le répètent sans cesse nos papes, nous devons en permanence créer des liens avec vous pour nous rappeler nos racines et pour vivre aussi l'avenir de notre foi. Voilà. Donc tout ça, c'est des projets et des défis importants, et c'est tous ensemble que nous pourrons les vivre avec l'équipe d'animation pastorale, dont je remercie l'efficacité, avec le conseil pastoral de paroisse que nous venons de renouveler, mais aussi avec chacun de vous. J'espère que nous pourrons mener à bien ces défis d'une présence
au XXIe siècle, dans le quartier d'Antigone, qui continue à vivre et à bien vivre, avec les différences culturelles de ce quartier, mais aussi avec toute la dynamique qu'il peut y avoir vers les nouveaux quartiers. Voilà, et que le Seigneur nous aide en cela, et qu'il nous accorde donc de pouvoir continuer. Alors cela, avec notre évêque, Monseigneur Carré, nous prierons pour cela demain, avec les anciens curés aussi, puisque le Père Luc Jourdan et le Père Jean-Claude Huc seront présents demain, et qu'ils nous aideront à prier pour cet avenir de notre paroisse Saint-Jean-du-Lez. Je vais laisser la place et la parole, pas la place, mais la parole en tout cas, à Michel Drey-Fitoussi, représentante de M. Sorel, en la remerciant d'avoir accepté notre invitation. À la suite de quoi nous pourrons descendre pour partager ensemble l'apéritif dînatoire. Nous rejoindrons les lieux païens, c'est ça. Alors, un des projets, vous le verrez dans la feuille qu'on vous distribuera demain, c'est que justement pour tisser davantage de liens entre la zone païenne qui se trouve au sous-sol et la zone chrétienne qui se trouve en hauteur, n'est-ce pas, c'est normal, mais il faut un ascenseur. Donc j'espère que nous pourrons financer prochainement un ascenseur qui nous permettra, et qui permettra surtout aux personnes à mobilité réduite qui participent à notre vie de communauté de se rendre. Certaines personnes qui viennent régulièrement ici n'ont pas la possibilité d'avoir connu cette zone en bas parce qu'elles ne peuvent pas descendre. Alors j'espère que dans un proche avenir, eh bien, ce sera possible. Voilà. Donc plein de projets, mais il faut toujours avoir des projets d'avance. Et merci Madame Fitoussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais excuser Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Nous aussi, on se trompe encore avec l'agglomération, qui n'a pas pu être présent ce soir. Jusqu'à la dernière minute, ça devait être possible. Il y tenait énormément. Je tiens vraiment à vous préciser qu'il y tenait beaucoup. Mais malheureusement, un emploi du temps de maire est parfois sujet à modification et il ne peut pas être là ce soir, mais je sais qu'il pense beaucoup à nous ce soir en ce moment. Ce que je voudrais aussi vous préciser, c'est que je suis accompagnée ce soir de Valérie Bartlas-Orsal, qui est conseillère municipale et dont la délégation est aussi importante pour l'Église, puisqu'elle est déléguée aux fêtes de la Saint-Roch, qui auront lieu cette année le 15 et le 16 août. Et je suis convaincue qu'on se retrouvera très nombreux là-bas, le 15 et le 16 août prochain. Et puis moi, je voudrais vous remercier ce soir. Je voudrais vous remercier d'abord de m'avoir invité, de nous avoir accueillis. Et puis je voudrais vous remercier parce que je me suis régalée. Je me suis régalée de voir la naissance d'un quartier qui m'est cher, le quartier d'Antigone. Il m'est cher parce que, d'abord, je l'ai vu sortir de terre, parce que je suis arrivée à Montpellier dans les années 80. Il m'est cher parce que je suis élue au Conseil général et que je défends ses intérêts au département. Et ce soir, j'ai pu voir toute l'évolution de ce quartier. Ça m'était jamais arrivé, j'avais vu des photos diverses et variées. Mais de voir comme ça l'évolution de ce quartier, c'était vraiment un moment très très fort pour moi. Je tiens vraiment à vous en remercier. Enfin, je voudrais parler de quelque chose d'important. Je ne vais pas parler d'église et de religion, parce que vous l'avez fait bien mieux que moi, mais c'est normal. Je voudrais parler du lien social que vous créez. Parce que ce lien social qui se crée dans les églises, qui se crée ici depuis 30 ans, que l'association ADRA a créé aussi de son côté, puisqu'on était il y a quelques semaines aux 30 ans de l'ADRA, c'est bien, parce qu'Antigone a 30 ans, donc on fait tous des acteurs forts du quartier d'Antigone. Ce lien social au jour d'aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 7 et le 8 janvier en France, le 8 et le 9 janvier en France, il est fondamental. Il est fondamental que les gens puissent se retrouver autour ou non d'un aspect religieux, vous l'avez bien spécifié, pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir casser ces espèces de chaînes qui laissent ce vide dont vous avez parlé, et qui font que ce vide s'agrandit en chacun de nous, et ce vide peut conduire à des excès qui deviennent dramatiques, comme on a pu le voir, et comme malheureusement on le voit encore, et je crois qu'on le verra. Ce lien social, il est fondamental. Il est l'essence même au-delà de la religion, il est l'essence même pour moi de la République et des valeurs fortes de la République. Et il est important qu'il continue dans les conditions que vous le décrivez. J'étais assez frappée de voir les bancs de cette église qui
qui sont en arc de cercle, ce qui est quand même un peu inédit, et qui sont tout le symbole de la convivialité et du lien que vous entendez créer au sein de cette paroisse. Vous avez parlé des 11-18 ans, c'est fondamental, l'adolescence. À l'adolescence, on se pose des questions. Qu'est-ce que je suis? De quelle religion suis-je? Il y a tout un tas de questions qui bouleversent les adolescents et il est important de les accompagner pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique et qu'ils deviennent des adultes responsables sans ce petit vide qui est terrible. Alors vous avez parlé des défis à relever. Ben moi je vous souhaite de continuer à relever plein de défis parce que j'ai l'impression quand même que vous les relevez bien. Je vous souhaite un excellent anniversaire. J'espère qu'on sera là encore pour le 40e anniversaire, pour le 50e, etc., etc. Au nom de la ville de Montpellier de Philippe Sorel, je vous souhaite un bon anniversaire. Merci.